Bien. Après avoir vu la violence verbale comme l'une des formes de violence les plus courantes en Haïti, donc, euh, ne serait-ce qu'à travers le monde, on utilise beaucoup de violence verbale donc, pour assujettir l'autre, pour le contrôle de l'autre. Donc, on a aussi, en tout cas en deuxième lieu, on va voir la violence psychologique. La violence psychologique, c'est une forme de violence sournoise. On l'appelle aussi violence subtile. Donc, la violence psychologique se situe principalement au niveau des attitudes et des comportements d'une personne envers une autre personne dans un contexte de relations, de rapports sociaux. C'est-à-dire quand quelqu'un euh, vit dans une relation, dans un contact à soit contrôler l'autre de manière psychologique ou soit manipuler l'autre. Donc, la violence psychologique entre en ligne de compte. Elle vise l'intégrité psychologique de l'être humain, c'est-à-dire de dénigrer la personne, mais aussi, c'est-à-dire de faire sentir à la personne, à l'autre, à l'autre personne, qu'elle est inférieure ou qu'on essaye de troubler qu'on essaye de troubler la personne, c'est-à-dire de rendre la personne triste, de faire en sorte que la personne ne se sente pas dans sa peau. Donc ça, c'est la violence psychologique. Donc, mais en même temps, la violence, en fait, comme la violence verbale, elle peut être aussi employée de manière subtile ou manifeste. Donc, dans la violence psychologique, on peut prendre quelques exemples. En fait, c'est le fait de créer un isolement social ou affectif autour d'une personne en dénigrant sa famille ou ses proches, par exemple. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, je pense un exemple comme ça, si vous êtes avec quelqu'un et que cette personne tout le temps vous parle en mal de vos proches, c'est une forme de violence psychologique, euh, ou la personne vous parle en mal de vous-même, donc c'est une forme de violence psychologique. Donc, si la personne veut contrôler les allées et venues, vos allées et venues, c'est-à-dire vos entrées et sorties, donc c'est des formes de violence psychologique. Donc, si la personne utilise aussi des menaces, que ce soit implicites ou explicites, enlever ou tuer les enfants, se suicider, donc, tout ça, c'est des formes de violence psychologique euh, ou le fait de casser des objets, de casser des assiettes, des vaisselles, etc. Donc, ou des fausses accusations. Donc, bon, bref, toutes ces formes de violence que vous voyez surtout dans les séries, dans les télénovelas, dans les feuilletons, ou ces violences que vous voyez tous les jours dans vos quotidiens aussi. La plupart du temps, on peut les classer comme des violences psychologiques. C'est une violence c'est une manière d'exercer une pression psychologique sur l'autre. Donc, si quelqu'un aussi utilise soit la cruauté mentale ou des bouderies, indifférence, silence, le silence peut être considéré comme une forme de violence psychologique et- ou exigeante, excessive par rapport à certaines tâches. Donc, la personne vous oblige à faire ça contre ta volonté, mais la personne vous met dans une situation de le faire. Donc, ou prendre des décisions à votre place, c'est des formes de violence psychologique. Donc, faire croire à une personne qu'elle est stupide, qu'elle est bonne à rien, etc. Donc, c'est une façon d'atteindre l'intégrité psychologique de l'autre. Donc, comme vous avez vu, la violence physique, je sais pas, non, je crois pas qu'on a déjà encore vu, mais la violence physique, c'est l'atteinte de l'intégrité physique. Donc, la violence psychologique, c'est surtout l'atteinte de l'intégrité morale ou l'intégrité psychologique de l'individu. Donc, c'est important dans la mesure où ça nous permet de voir comment est-ce que notre quotidien est parfois rempli de violence. Il y a un concept intéressant aussi euh, que, sur lequel que je vous invite à réfléchir,
c'est le concept de microagression. Microaggression et microagression, c'est quoi? C'est c'est des formes d'agression qui sont pas forcément visibles, mais pourtant qui exercent ou qui ont une répercussion importante sur la personne qui subit cette agression. Donc, c'est pas une agression, on peut dire, qu'on peut vraiment. Parfois, on ne sait même pas si c'est une agression, on ne sait même pas si c'est une forme de violence, mais ça peut être des remarques, des gestes, remarques, ça peut être des questions qui peuvent être considérées comme des questions peuvent être considérées comme des microagressions. Donc, je peux vous donner un exemple. Si vous demandez à la personne, par exemple, en fait, euh, tu viens d'où? Je dis ça comme ça. En cas d'Haïti, la personne vous dit, je prends un exemple, d'accord? Que je viens de X ou telle région. Bon, ou du moins, je viens de X ou telle zone. Je viens de Cité Soleil, je viens de Bel Air. Bon, je prends ces zones-là. Bon, parce que ces zones ont été construites dans la mentalité comme, en tout cas, au fil des ans, parce que ça n'a pas toujours été ainsi. Je donne l'exemple de Bel Air, qui a été toujours considéré comme un quartier je dirais presque élitiste dans le temps, d'accord? C'est important de le mentionner, presque élitiste. C'est la même affaire pour Martissan, par exemple, qui a été toujours considéré, qui a été, dans un temps, c'est le lieu de prédilection des artistes, des stars américaines. Donc, tout le monde venait à bicentenaire, au bicentenaire à Martissan pour voir des merveilles, pour se faire plaisir des yeux. Donc, euh, mais au fil des ans, ça a été conçu, en tout cas, comme un espace qui incarne le désordre, le chaos total. C'est-à-dire, vous dites à la personne que vous venez de Cité Solaire, la personne vous dit, ah, ok, je comprends. Mhm. Donc, c'est-à-dire, là, je comprends, là, c'est une forme, peut être considéré comme une forme de micro-agression. Donc, on peut dire que les micro agression. Donc, ça peut donner, en fait, je peux dire que même si même si ça peut partir d'une bonne intention ou d'une curiosité, par exemple, mais ça reste quelque chose qui atteint, ça reste quelque chose qui peut atteindre d'une certaine manière l'intégrité de la personne, de l'individu, de l'autre. Donc, c'est-à-dire, on les appelle micro-agressions parce qu'elles sont souvent inaperçues parce qu'elles sont perçues comme inaperçues. Donc, ou parce qu'elles sont considérées comme inaperçues ou banales. Mais cependant, c'est des choses qui atteignent d'une certaine manière la personne. Donc, parfois, on ne sent pas l'impact, mais l'impact est là, la personne va vivre avec ça toute sa vie. Donc, ce n'est pas des agressions en tant que telles, c'est je dirais, c'est euh, parfois on peut les désigner comme des affronts verbaux, des comportements environnementaux courants, intentionnels ou non, qui communiquent des attitudes hostiles. Donc, c'est-à-dire sans même, en fait, parfois non frontal, c'est-à-dire parfois sans vous affronter ou sans affronter l'autre, mais on transmet de l'hostilité de la manière de poser la question ou de la manière de regarder l'autre. Ça, c'est aussi important. Si on prend l'expression haïtienne, le fait de croiser quelqu'un, regard de travers, comme on dit en français, ce regard de travers-là est vu dans une perspective de reconnaissance comme un déni, le déni de l'autre. C'est une manière de dire qu'on ne connaît pas l'autre, c'est-à-dire on ne voit pas l'autre, on le voit de travers. Vous voyez le geste qu'on fait
quand on regarde quelqu'un de travers, c'est-à-dire quand on essaye de toiser quelqu'un, le fait de toiser quelqu'un, c'est le fait de de faire en sorte que cette personne n'existe pas dans notre imaginaire et notre regard peut transpercer la personne comme si la personne n'existait même pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le regard de travers. Donc, c'est des formes de micro-agression. Donc, il y en a tellement là, donc je ne pourrais pas tout voir avec vous aujourd'hui. Il y a la violence économique, donc parfois c'est méconnu, c'est très méconnu, en tout cas très inconsidéré ou on n'y insiste pas, mais la forme de violence économique se manifeste par des comportements, mais aussi des actions pour empêcher à l'autre d'accéder à une autonomie financière, à une autonomie économique, donc d'accéder à sa liberté économique. Donc, c'est une forme de violence qui est utilisée implicitement ou ça peut être explicitement. Donc, j'ai mis quelques exemples pour vous, c'est le fait d'interdire ou fortement déconseiller à sa conjointe ou à son conjoint à, à travailler à l'extérieur du foyer. Dire, écoute, même si la personne a des moyens de travailler, vous dites, mais non, non, il ne faut pas travailler, je ne veux pas travailler dans ce boulot, parce que, mais c'est pas parce que vous voulez protéger la personne vraiment, mais c'est parce que vous voulez avoir le contrôle de la personne. Mais aussi parce que certains hommes, certaines femmes veulent contrôler le budget de son partenaire ou sa partenaire. Donc, mais généralement, c'est les hommes qui ont cette tendance. Il faut le reconnaître aussi. Donc, de saisir en tout ou en partie les revenus euh, de la personne. Donc, on peut aussi garder les papiers de la personne, son passeport, sa carte d'identité de sa conjointe. Bon, dans certains cas, des hommes aussi peuvent être victimes de ces formes de violence, mais la plupart du temps, ce sont les femmes les principales victimes de ces formes de violence dans la société. Donc, ne pas partager avec justesse le budget familial aussi, ou refuser de dépenser de l'argent lors d'occasions spéciales, peuvent être considérés comme une forme de violence économique. Le contrôle des dépenses pour les besoins essentiels, d'accord, tels que la nourriture, les vêtements ou le bien-être des enfants, en fait, peuvent être aussi considérés dans certains cas comme une forme de violence économique. Donc, c'est le fait d'avoir le contrôle et de ne pas laisser euh, à l'autre personne une marge de manœuvre dans le budget. Tout ça peut être considéré comme des formes de violence économique. Donc, il y a aussi la violence économique dans le contexte haïtien, la violence économique sociale en Haïti, qui inclut que les riches possèdent, écoute, les rapports des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement indique qu'en Haïti, 1% de la population le plus riche regroupe le même niveau de richesse que 45% de la population. Donc, ce qui fait d'Haïti l'un des pays les plus inégalitaires de la planète, avec un coefficient de Gini de 0,61. Donc, en ce sens, la violence économique sociale est définie comme un ensemble d'actions menées par un groupe, c'est-à-dire en Haïti, les nantis, ce qu'on appelle, il y a une façon qu'on les nomme en Haïti, euh, j'ai oublié, donc les bourgeois, c'est ça? Donc, les aristocrates, les groupes altos, donc qui, eux, un petit groupe qui assemble plus que la moitié de la pauvreté, qui ont plus de moins qu'1%, environ, a plus d'argent ou a plus de richesse que plus que 45% de la population. Donc, c'est la quasi-absence de la répartition des richesses aussi en Haïti et la redistribution des richesses. Il n'y a pas de répartition des richesses, il n'y a pas de redistribution des richesses. Donc, parce que je crois que moins que 5% à 10% des richesses ont été redistribuées dans la société. Donc, il y a une forte accumulation de richesses, mais très peu de richesses ont été redistribuées dans la société, ce qui cause beaucoup d'écart
beaucoup de disparités sociales et économiques dans le pays, beaucoup d'inégalités. Et puis, les gens qui sont pauvres sont condamnés de vivre dans la pauvreté parfois pour le reste de leur vie. Donc, il n'y a pas forcément un mécanisme visant à sortir des gens de la pauvreté. Ça, c'est important aussi dans une société. Il faut qu'il y ait des mécanismes permettant à des gens de sortir de la pauvreté ou à ne pas connaître du tout la pauvreté. Donc ça, c'est important. Donc, il faut ajouter aussi que ce discours prend naissance dans une réalité sociale caractérisée par une violence structurelle, laquelle Grégoire Eugène, à travers son texte qui s'appelle Le miracle haïtien est possible, tente de décrire en rapportant que moins de 5% de la population détiennent plus de 90% de la richesse et moins de 10% de ce revenu jusqu'en 1985 a été redistribué. Mais 40 ans après, donc on commence, cela se passe plus de 40 ans après, on peut dire que les plus récentes estimations font état de 4% de la population qui détiennent 66% des ressources du pays. Donc, juste pour vous dire que la situation n'a pas beaucoup changé depuis. Donc, les riches, donc, je dirais les 1%, 2%, 3%, donc, détiennent plus de la moitié de la richesse du pays et cette richesse n'est pas redistribuée dans le pays et c'est difficile de suivre les courbes de développement ou les courbes économiques de croissance si on ne définit pas préalablement les moyens pour investir dans le pays pour permettre à une nouvelle, je dirais, euh, à l'émergence d'une nouvelle classe économique en Haïti. Ça, c'est aussi un problème très intéressant, un problème important en tout cas à creuser, ne serait-ce qu'à creuser. Donc maintenant, la violence sociale, on peut dire que la violence sociale se définit comme une privation de liberté individuelle. Elle peut être, elle peut être manifeste, ou elle peut se manifester par des comportements et des actions qui empêchent à une personne ou à un groupe de personnes pris de manière collective, par exemple, d'accéder à une certaine liberté, d'être en relation avec d'autres. Donc, sur le plan conjugal, cela peut constituer dans le fait que d'isoler sa conjointe, d'isoler une personne qui vous est chère, en dénigrant sa famille, ses proches, l'empêchant d'avoir des activités propres. Donc, la violence sociale, affecte beaucoup, en fait, on va dire que les jeunes, surtout les enfants, sur le plan psychologique, social, tant qu'émotionnel, et à ces différents niveaux. Les enfants et les adolescents sont les plus susceptibles de toucher par ces formes de violence et qui apportent beaucoup de stress dans leur vie, mais aussi je peux dire, qui les met dans une situation de crise chronique et qui affecte leur capacité à agir, donc le pouvoir d'agir et aux situations stressantes. Donc, les types de violence, la violence sociale, c'est important parce que l'individu a droit à avoir je dirais, son propre espace de vivre sa vie. Mais quand on est dans des phases de violence, on empêche à l'individu d'avoir accès au lieu public. C'est le cas, c'est ce qui se passe en Haïti. Les gens, aujourd'hui, hommes, femmes, peu importe votre sexe, d'accord, c'est pas une question de sexe, c'est une question plus profonde que ça. En tout cas, seuls les gens armés ont droit à certains territoires. Donc, en complicité avec l'État d'Haïti, les gangs armés essayent d'instaurer un climat de peur, de terreur. Donc, et puis, ils terrorisent, ils violent, ils tuent les gens et les gens n'ont pas accès à l'espace public, les gens n'ont pas accès à des endroits. Donc, c'est une forme de violence sociale. On peut le comprendre dans ce contexte.
Donc, il y a aussi la violence sexuelle ou la violence à caractère sexuel. C'est une violence très redoutée, la moins dénoncée parfois. Elle est même certaines fois normalisée dans la société. La violence sexuelle se traduit par toute forme de geste à caractère sexuel avec, ou, avec ou sans contact physique. Et ça peut être avec un contact physique, ça peut aussi être sans contact physique. Donc, je peux prendre un exemple sans contact physique. Le fait d'envoyer, je veux dire comme ça, une photo qui, je dirais, suggestive à quelqu'un, mais je veux dire, soit une nudité, un nude, ou soit, je sais pas, quelque chose qui envoie à une forme je sais pas, soit un appareil génital ou à n'importe quoi, mais juste pour dire que ça peut être physique, ça peut ne pas être physique. Donc, oui, ça, c'est juste pour vous dire, ça peut aussi être physique ou ne le pas être. Donc, commis par un individu sans le consentement de la personne visée, dans certains cas, et notamment celui des enfants, ou par une manipulation affective ou par chantage. Donc, quelques exemples hein, de violences sexuelles, ou violences à caractère sexuel. Donc, on peut prendre agresser sexuellement une personne ou la forcer à avoir des relations sexuelles, ce qu'on appelle le viol. Donc, c'est une violence sexuelle ou une violence à caractère sexuel. Harceler sexuellement une, harceler sexuellement une personne au travail ou à l'école, dans la rue, les harcèlements, c'est aussi des formes de violence. Faire des attouchements sexuels contre le gré d'une personne, faire des appels obscènes, avoir des relations sexuelles ou des attouchements sexuels avec un enfant, ça s'appelle la pédophilie, ou avec une personne mineure de sa famille, inceste. Donc, tout ça, en fait, tout ce qu'on cite là, c'est des formes de violence à caractère sexuel qui sont condamnées par la loi des pays, des pays comme Haïti, par exemple, ou au Canada, en tout cas. La plupart des pays condamnent ces genres de violences ou exploiter sexuellement une personne à des fins pornographiques, même si c'est une personne adulte, ça reste une forme de violence à caractère sexuel. Donc, le fait aussi d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, même si le rapport était consentant, par exemple, et après vous diffusez la vidéo, ça fait partie aussi des formes de violence qui sont condamnées par la loi. Et puis, il y a des punitions, même des emprisonnements dans certains cas pour ces forfaits. Donc, vous le savez mieux que moi, donc c'est devenu quand même très, 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 très courant en Haïti. Beaucoup de scandales, sextape, des trucs comme ça. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont pas vrais. Mais en fait, certains, il y en a beaucoup, 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 beaucoup ces dernières années. Donc, je peux dire que quand même, ça demande, ça demande une réflexion de comprendre pourquoi c'est devenu quand même très intéressant comme champ d'étude, pourquoi les gens se filment quand ils font l'amour et pourquoi quelqu'un, l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles, décide de publier ça. Bon, écoute, il y a des théories psychologiques qui expliquent ce besoin en fait, de se voir ou de voir, donc le voyeurisme. Bon, c'est des formes de perversion dans le langage freudien aussi qui font partie, dans un cas, c'est le lot des névrosés. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des moyens d'expliquer psychologiquement ces affaires-là. Donc, contraindre une personne à une pratique sexuelle non désirée,
que ce soit l'échangisme, aux relations anales, relations orales, fétichisme, utilisation d'objets sexuels sans la volonté ou sans, je veux dire, sans le consentement, surtout de la personne, ou dénigrer sexuellement une personne aussi. Donc, c'est-à-dire utiliser une partie de son corps pour l'injurier, tel que on avait donné l'exemple en Haïti du guet-maman qui est passé de présentation, que beaucoup d'étrangers connaissent aujourd'hui. Donc, pour parler quelque chose que les Haïtiens aiment répéter beaucoup là. Donc, quand ils sont fâchés. Donc, c'est pas, écoute, c'est pas le seul pays ou la seule langue où l'on utilise une partie de, de, de l'organe, une partie, je dirais, de l'organe génital d'un être pour, en fait, d'un des sexes pour injurer. Mais c'est quand même un cas très, très intéressant, très, très spécial. Donc, on a, en fait, la violence à caractère sexuel, comme on l'avait dit, il s'agit d'un acte visant à assujettir une personne ou une autre personne à ses propres désirs, soit par abus de pouvoir. Il y a beaucoup de cas d'abus de pouvoir dans les cas de violence sexuelle. Donc, par un patron qui a beaucoup de pouvoir peut facilement contraindre sans, écoute, sans la volonté de mettre quelqu'un qui travaille avec lui ou avec elle en position d'avoir un rapport sexuel avec lui ou elle, je sais pas. Donc, juste pour vous dire que le rapport de pouvoir dans les violences sexuelles où un parent, un grand-parent, moi j'ai vu dernièrement plusieurs cas où des jeunes sont violés par soit un oncle, soit leur propre père. C'est quand même difficile à imaginer, mais c'est des cas comme ça ou par un proche de la famille. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas comme ça. Et quand c'est arrivé, parfois, euh, c'est dur de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et parfois, ces jeunes-là ou ces victimes-là n'ont pas le support des membres de la famille pour les aider à surmonter. Au contraire, euh, on essaye de les victimiser davantage, de faire en sorte que c'est eux les responsables de leur sort parce qu'ils ont mis l'homme dans une posture. Écoute, l'homme est pour le pauvre, l'homme, il n'est pas, il n'est pas, en tout cas, si vous ne l'avez pas provoqué, là, c'est vous que vous l'avez cherché. Donc, c'est des discours comme ça je dirais, qui participent à, à entériner, en tout cas, à renforcer la violence, à renforcer les stéréotypes, mais aussi à encourager aussi les agresseurs, à encourager les agresseurs dans la société, à leur donner de la voix au chapitre. Donc, au lieu de les condamner, parce que quand un acte est posé dans une société, si toute la société condamne, donc vous allez avoir moins d'actes de ce genre. Mais si vous encouragez ou vous trouvez un moyen à s'excuser un bourreau, quand vous trouvez un moyen à excuser un bourreau, écoute, c'est comme si vous avez commis aussi l'acte. Parfois, on ne se rend pas compte, mais à quel point que la personne qui est victime, si la personne est vraiment victime, comment c'est dur, douloureux, et c'est douloureux d'être victime d'une agression sexuelle. Donc, et de nos jours, c'est très commun, même par rapport à des cas de déplacés. Donc, en fait, on nous rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de violence où des jeunes filles, surtout des jeunes filles, sont pris dans le cycle de la violence des gangs armés en Haïti. Donc, c'est très dur de le comprendre, de comprendre qu'est-ce qui se passe comment on peut s'en sortir, mais je dirais que c'est quand même difficile parce que quelqu'un qui a été violé, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte un peu, qui a perdu une partie, euh, et c'est une personne qui a perdu une partie d'elle-même, en tout cas, qui,
c'est difficile pour certaines personnes de remonter la pente. Moi, j'ai eu à discuter avec des personnes qui ont été victimes, soit d'abus sexuels ou de violences. Euh, je dirais, c'est très, très difficile pour ces gens. Donc, de, de remonter la pente, en tout cas, de guérir de tout ça, mais aussi de se redéfinir. Donc, parce que quand quelqu'un qui est violé, c'est quelqu'un qui a été déshumanisé. C'est quelqu'un qui a été déshumanisé en quelque sorte. Donc, en tout cas, on ne peut pas construire une société en fait, avec des gens je dirais, qui violent, qui tuent. Et puis après, on croit, écoute, il faut les donner toute leur chance, toute leur place. Et puis ceux qui ont été des victimes, et, et celles qui ont été des victimes, elles sont juste des victimes et après on continue et ces gens-là reprennent leur vie. Donc, c'est pas facile, c'est très difficile pour ces gens. Donc, bref, pour vous dire que euh, c'est, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Donc, les rapports des Nations Unies font état de 700 000 personnes qui ont été déplacées, dont la moitié sont des enfants. Donc, la moitié des enfants. Donc, c'est très important de le savoir. Mais aussi, plus de 80% de, on va dire, des territoires sont des territoires de Port-au-Prince, sont quand même aujourd'hui sous le contrôle des gangs armés. Donc, c'est aussi un élément, un élément important de ce qui se passe donc, en Haïti actuellement. Donc, la violence des gangs armés participe à ce qu'on appelle, à ce qu'on peut appeler une déstructuration de la société, une déstructuration des communautés avec les kidnappings à répétition. Et quand on a des cas de kidnapping, on a aussi beaucoup de viols. Et je ne sais pas si vous avez pris connaissance des chiffres par rapport à la montée du virus VIH-Sida par rapport, écoute, c'est phénoménal. Donc, il y a un regain du virus. Alors, le virus est très à la mode de nos jours parce que beaucoup de gangs, des soldats des gangs armés, beaucoup de gangs armés, et ces criminels-là, non seulement certains d'entre eux étaient infectés et infectent volontairement des jeunes filles qui kidnappées en Haïti, mais aussi il y a eu aussi des cas où des jeunes filles qui ont été déjà, on va dire, euh, comment je peux dire ça, qui ont été déjà infectées, ces jeunes filles-là aussi, quand on veut dire, quand ces malfrats-là couchent avec ces jeunes filles, ce qu'il y a, c'est que ça augmente aussi, je dirais, ils sont infectés. Donc, j'ai lu beaucoup de témoignages de personnes qui ont été violées par ces gens. Quoi, ces personnes-là ont été avant infectées ou sont infectées à la suite des, de ces viols. Je peux vous dire, c'est très compliqué. Donc, la recrudescence des violences armées en Haïti a entraîné une augmentation significative des violences basées sur le genre au sein des communautés. Et, et en ce sens, selon les plus récentes données, le nombre de survivants à ces formes de violence a quintuplé. C'est-à-dire, on a vu ce nombre de violences multiplié par 5. Donc, il y a 5 fois plus de violence durant la période de 2024-2025 notamment. Et entre les 2 premiers mois de l'année 2025, ça a augmenté jusqu'au mois de mars. Donc, passant de 250 personnes victimes de violences
à caractère sexuel à 1543. Donc, les violences sexuelles constituent 75% des incidents signalés ces jours-ci. 75% des incidents liés à la violence constituent les violences sexuelles. Donc, et parmi lesquels 80% des survivants sont des femmes. C'est-à-dire 80% de ces personnes qui sont victimes, ce sont des femmes et 16% des jeunes filles. Donc, et parfois, et n'oublie pas, des jeunes filles, parfois en dessous de 18 ans, c'est-à-dire des mineurs qui sont victimes de violences sexuelles. Donc, ces actes ont été perpétrés généralement 70% par les mêmes acteurs qui sont impliqués dans la violence dans les quartiers populaires, c'est-à-dire les mêmes personnes qui se font appeler, je ne sais pas, je ne sais pas comment on les appelle, ces terroristes-là, donc qui se prennent pour des freedom fighters. En tout cas, ces gens-là violent les jeunes filles et 70% des cas de viol enregistrés, selon les données récentes des Nations Unies, proviennent de ces malfrats-là. Donc, juste pour vous dire que quand on essaye d'avoir la violence comme forme prioritaire d'expression dans la société, c'est une façon aussi de contrôler les femmes, de dominer les femmes, de dominer la société, mais aussi d'avoir le contrôle. Le corps de la femme devient un territoire pour discuter, pour mener les guerres. Pour mener les guerres, même si les femmes ne sont pas concernées forcément par ces guerres. Donc, c'est important d'étudier ces choses-là dans le cadre de ce cours parce que ça permet, ça permet d'approfondir les réflexions sur la violence à caractère sexuel, mais aussi de comprendre la question de l'identité sexuelle, l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, que ce soit de nature physique ou psychologique, qui est commis ou qu'on menace de commettre ou qui est tenté contre une personne sans son consentement, tout ça rentre dans ce qu'on appelle le cadre d'une agression sexuelle. Donc, le harcèlement sexuel, le harcèlement criminel, l'attentat à la pudeur, le voyeurisme, l'exploitation sexuelle. En gros, l'Université d'Ottawa classe toutes ces formes d'agression sexuelle comme des formes de violence sexuelle. Donc, la violence physique euh, se caractérise par l'emploi des gestes violents envers une autre personne. Lorsque la violence physique est utilisée, il y a de fortes chances, comme on l'avait vu, que d'autres formes de violence soient présentes. C'est comme, genre, on va le dire comme ça, généralement, la violence physique n'est pas la première forme d'expression de violence dans le cadre de conflit. Ça pourrait être aussi. Mais généralement, c'est une violence je dirais, qui survient après soit la violence physique, pardon, la violence psychologique, la violence verbale, etc. Donc, c'est parfois le dernier recours à la violence. Donc, et la violence physique est utilisée par les forts, les plus forts, mais aussi ça peut être utilisé par les plus faibles qui sont victimes de toute forme de violence. Donc, comme je l'avais dit au début du cours, la violence est un cycle. Est un cycle et ce n'est pas n'importe pardon, quel cycle, c'est un cycle infernal. Donc, quand on commence, on n'en finit pas et on n'en sort pas. C'est pour ça qu'il faut éviter le plus que possible de ne pas entrer dans des cycles de violence. Parce qu'une fois être là-dedans, on n'en sort plus. En tout cas, c'est très difficile de s'en sortir. Au lieu de choisir la voie de la violence, il y a tellement d'autres moyens d'utiliser pour s'exprimer dans la société. Donc, voici quelques exemples de la violence physique, quand on parle de violence physique. Donc, on peut aller du geste qui est le plus banal au geste le plus, je dirais, puissant, au plus manifeste. Un geste banal comme le fait de pincer quelqu'un.
de gifler, ça commence à être plus sérieux, de pichicaner quelqu'un, ou le fait de secouer quelqu'un, de serrer le bras à quelqu'un, de tenir la main à quelqu'un très fort, c'est des formes de violence, de mordre à quelqu'un. Les morsures, c'est une forme de violence. Euh, de donner des coups de pied ou de frapper quelqu'un, de séquestrer quelqu'un, c'est-à-dire de kidnapper quelqu'un, de l'enfermer, euh, menacer quelqu'un avec une arme, faire une tentative de meurtre sur quelqu'un, lancer des objets vers quelqu'un. C'est autant de violences qu'on peut catégoriser comme des violences physiques dans la société. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, quand on prend ne serait-ce qu'un exemple, quelqu'un qui pauvre elle ou pauvre lui, qui sort de son travail, qui est fatigué, tout son rêve, quand je sors du travail, même après une merveilleuse journée de travail, la plus merveilleuse journée de travail que je peux avoir, tout mon rêve le plus cher, c'est de rentrer chez moi. C'est-à-dire cette personne qui, après une journée de travail, rêve de rentrer chez elle et est en proie à un kidnapping, c'est-à-dire en tout cas a été enlevée, menacée avec une arme, parfois battus, euh, et parfois en fait, on les tue aussi. Comme on a tellement d'exemples. Donc, vous voyez, parfois c'est toute une combinaison de violences verbales, physiques, sexuelles, économiques, etc., etc., etc. C'est je dirais, une infinité de violences, en fait, je dirais, exprimées à l'endroit de cette personne qui, je ne sais pas, mais qui pourrait être notre mère, notre soeur, euh, une cousine, un proche ou un voisin, une voisine, en tout cas, bref, n'importe qui, peu importe son statut dans la société, ne mérite pas ça. C'est important de le savoir. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est quelqu'un, je ne sais pas, de telle famille que cette personne est kidnappée, on dit que c'est mieux. Non, personne ne mérite d'être kidnappé, personne ne mérite d'être victime de la violence, parce que la violence, il faut le savoir, la violence déshumanise l'individu. Et la violence fait en sorte que l'individu perd un peu de son humanité, perd un peu de, de ses moyens. La violence réduit l'être humain à l'état animal. Donc, c'est pour ça, moi, je crois que personne ne mérite d'être victime de la violence, quelle que soit la forme de violence. Ça, c'est très, très important. Donc, pour surmonter euh, les défis de la société de l'époque, les défis de notre époque, il faut trouver un moyen de, de couper, euh, de détruire le cycle de la violence. C'est-à-dire, la tournure, je ne sais pas, le cercle, le cycle, la trajectoire. Il faut défier la violence de sa trajectoire dans la société haïtienne. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut commencer par un point de départ. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Donc, c'est aux intellectuels de réfléchir sur comment on peut commencer par, par où on doit commencer. Je ne sais pas, moi sincèrement, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des réflexions qu'on peut entamer pour voir comment peut-on sortir du cycle de la violence. C'est très important. Donc, moi, ça m'amène à vous poser une question. Donc, est-ce que la violence est-elle, c'est-à-dire ce qu'on subit dans la société, d'abord, est-ce qu'il y a une violence qui est légitime? Ce serait ma première question pour vous. Alors que à vous, on va en discuter pendant 30 minutes. Et puis ma deuxième question, est-ce que le système qui a engendré une telle violence, telle qu'on la connaît en Haïti, est-ce qu'on peut parler de violence ou de normalité? Ou du coup, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question? Si je vous pose la question, c'est parce que sûrement je n'ai pas de réponse.
est-ce que c'est la violence qui a engendré le système qu'on connaît aujourd'hui? Parce que j'ai pu vous expliquer l'origine de l'origine, la généalogie un peu de la société, avec le débarquement des Espagnols, Christophe Colomb, etc., les trois caravelles, la croix, on plante la croix et on introduit l'épée, on tue, on massacre, on détruit toute une civilisation. Après, on fait venir des Noirs de l'Afrique pour les réduire en esclavage en les promettant d'aller au sud et on les tue, on les viole, on les déshumanise et on les fait cadeau le christianisme. Vous connaissez déjà l'histoire. Donc, même le christianisme a été une religion dans ce qu'on appelle la déshumanisation de l'homme noir, mais aussi une religion qui a été introduite par la force, par la violence en Haïti et dans tout le monde. Euh, donc, moi, je me suis en droit de vous poser la question, est-ce que c'est la violence qui a engendré le système ou c'est l'inverse? C'est le système qui a engendré la violence. Euh, la violence systémique, pour finir, répond à, on va finir bientôt, mais pour répondre à la, mais n'oubliez pas mes questions surtout, c'est important, réfère à la violence produite par l'organisation sociale. Comment, c'est-à-dire la manière dont on organise la société qui fait en sorte qu'il y a plus d'hommes que de femmes à l'université, c'est une forme de violence qui nous amène à ça. Donc, ce qui fait en sorte que, par exemple, les personnes qui sont détenteurs des richesses, majoritairement, c'est des personnes qui sont de peau claire. C'est une forme de violence. Premièrement, la structure de l'organisation, l'État, les gouvernements, etc., présente des caractéristiques qui rendent les individus susceptibles de vivre, de subir ou de commettre la violence. Je peux prendre un exemple. En Haïti, si vous manifestez dans les rues, par exemple, vous demandez quelque chose, même si vous manifestez pendant 1 million de jours, personne ne vous écoute. On dirait que la seule voix qu'on entend et qu'on comprend, c'est celle de la violence. Il y a la violence des riches sur les pauvres. Vous voyez, il y a le monsieur qui a un supermarché en Haïti, ce qu'on appelle un market. Son supermarché, il a le droit de mettre ses prix comme il le souhaite. D'accord? Mais aussi, il y a la marchande qui vend à Pas-de-Boussal ou qui vend à Delma 32 qui décide d'acheter un produit à 5 gouttes, je dis ça comme ça, qu'il vend à 200 gouttes, 300 gouttes. C'est-à-dire dans toutes les sphères, les gens, c'est-à-dire le système libéral tel qu'on le passe en Haïti, le système capitaliste libéral tel qu'on le passe en Haïti, est un système qui favorise une forme de violence économique qu'on retrouve aussi dans d'autres paliers de la société qui fait en sorte qu'on est toujours dans un cycle perpétuel de violence, parce que la violence, l'économie structure la société. Et quand la violence économique, et on est libre d'exercer une violence économique, c'est-à-dire on est libre de penser, de faire, décider ce qu'on veut, comme on veut, et parfois, en dehors de toutes les normes morales, c'est la généalogie de la violence même. Deuxièmement, les individus, au fil du temps, vivront les actes de violence comme des actes normaux. C'est-à-dire, quand on a connu, c'est-à-dire ceux qui sont nés, on va dire, après la dictature de Duvalier, c'est-à-dire notre génération, on n'a connu que la violence. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais eu la chance de sortir du pays, de sortir d'Haïti pour toutes sortes de raisons, soit pour des vacances, etc., parfois vous avez l'impression que c'est comme ça que les gens vivent partout, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'avoir une bibliothèque si on est dans une université, on n'a pas le droit d'avoir des professeurs qui sont bien formés, on n'a pas le droit, c'est comme si c'était un privilège d'avoir un professeur comme Sandra qui fait un peu pour vous, non, 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 mais c'est un droit que vous avez, c'est pas un privilège, et d'avoir des professeurs qui sont bien formés, des professeurs qui publient, des professeurs qui sont bien payés aussi, parce qu'on ne paye pas les professeurs aussi
poser la question comme ça. Donc, ou du moins, dans votre quartier, de vivre en paix. C'est-à-dire, il faut avoir un voisin, lui, qui veut écouter Tropicana. Vous voulez dormir, lui, il prend son speaker, là, il écoute, il te fait écouter toutes les chansons que vous n'écouterez jamais chez vous. Je prends l'exemple de Tropicana, vous pouvez écouter aussi Lochareni à 4 heures du matin, 5 heures du matin, et vous voulez dormir pour vous réveiller, pour aller dans un cours de psychologie sociale, dans un cours de psychométrie. Bref, c'est des formes de violence. C'est-à-dire, il y a tellement de formes, il y a tellement de violence dans la société, on ne peut pas, je dirais, les compter. On ne peut pas les compter, en tout cas, c'est énorme ce qu'on a comme forme de violence. Donc, mais il faut qu'on la finisse. Il y a aussi, pour finir, c'est ce que j'appelle la violence autorisée. Bon, ceux qui sont sur Zoom avec moi, vous voyez la photo que j'ai mise. C'est une photo de boxe. Donc, la loi autorise certaines formes de violence. Par exemple, dans le domaine du sport ou de la chirurgie. Par exemple, quand quelqu'un en fait, prend un couteau, euh, je ne sais pas, mais on peut de sang-froid ouvrir un être humain, on va le dire naturellement, parce que la loi l'autorise, mais c'est une forme de violence. Le fait d'ouvrir un être humain, euh, c'est une forme de violence. C'est ce qu'on appelle la violence autorisée. Mais dans un match, par exemple, moi j'ai assisté à beaucoup de matchs de boxe en vrai et aussi à travers la télé, à la diffusion, j'ai vu des gens qui se font massacrer. La boxe, moi je le dis tout le temps, mais même le hockey. Le hockey, le hockey, et le hockey peut être considéré aussi comme de la violence autorisée. Moi, je dis que la boxe, c'est toujours du crime organisé, c'est-à-dire on sait qu'on va tuer quelqu'un, on accepte que, on sait que l'un d'entre eux va mourir. Et parfois, on peut même savoir d'avance qu'il va mourir avec juste, quand vous jouez contre Mike Tyson, contre Evander Holyfield ou contre, en tout cas, plein d'autres boxeurs, magnifiques boxeurs, vous savez d'avance que ça va mal finir pour vous. Donc, il y a beaucoup de morts, beaucoup de gens qui sortent avec aussi des lésions ou avec des traumas crâniens. Donc, il n'y a pas d'effraction, même si je te tue là-dedans. Donc, il y a aussi d'autres sports, le rugby, judo, le boxe. Donc, c'est quand même des sports, on peut dire un peu vraiment, ça mérite beaucoup de réflexion sur la manière dont on tue, en tout cas dont on est autorisé à frapper, à, à exercer la violence. C'est la violence autorisée. Donc, donc, moi, je vous amène à l'autoréflexion. On peut prendre un exemple dans votre environnement et essaye de produire une réflexion d'une à deux pages à partir de ces trois concepts. Donc, la montée de l'insignifiance, la banalité du mal et le syndrome de Stockholm. Je vous partagerai ça sur le groupe WhatsApp. Bon, on va s'arrêter là et moi, je vous donne la place soit de poser des questions ou de répondre à des questions parce que moi-même, je vous ai posé des questions aussi. Est-ce que là, le système, est-ce que c'est le système qui a engendré une telle violence telle qu'on la connaît en Haïti? Ou est-ce que c'est la violence qu'on connaît qui a engendré ce système? Donc, pourquoi on a 9 présidents? Euh, Pourquoi pas un? Donc, même avec un seul président, donc on avait beaucoup souffert, vous vous rappelez bien. Donc, c'est beaucoup de corruption, juste un président, maintenant on a 9 corrupteurs, corrompus, je ne sais pas. En tout cas, mais c'est quand même intéressant de se questionner c'est une forme de violence aussi. Vous connaissez beaucoup de pays, on a 9 personnes pour voler l'État. Donc, je pense pas. Donc, même avec une seule personne, pour moi, c'était vraiment du vol organisé, de la violence autorisée. Donc, là, on a 9 personnes pour voler l'État. Donc, voilà un bon exemple en psychologie sociale de violence, donc de violence politique. Donc,
j'arrête ici et je m'arrête ici et puis je vous donne la chance de me poser des questions ou de répondre à mes questions. Donc, à vous maintenant.